Je n'arrive pas à croire qu'elle me veuille maintenant. Elle voulait juste envoyer une photo idiote à sa meilleure amie. Un pyjama court, les cheveux relevés, un vendredi soir, rien de bien méchant. Sauf que le nom sur l'écran n'était pas celui de son ami. C'était le sien, celui d'Alex Mancini, son patron, l'héritier de l'une des familles les plus dangereuses de Boston. Elle s'attendait à une réponse gênante, peut-être au silence. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était qu'on frappe à sa porte. Il était là, juste devant elle, costume sombre, les mains dans les poches, ce sourire qui n'annonçait jamais rien de bon. Tu m'as appelé, a-t-il dit en entrant sans demander. Alors je suis venu. Nina aurait dû le renvoyer, aurait dû verrouiller la porte, aurait dû supprimer le message et prétendre que rien ne s'était passé. Mais certaines choses, une fois ouvertes, ne se referment plus. Et Alex Mancini n'était pas le genre d'homme qui se laisse ignorer deux fois. Bonjour, je suis Lena. Un salut spécial à ceux d'entre vous qui regardent le premier livre gratuitement ici sur la plateforme My Stories, sans aucune publicité et sans interruption. Chapitre 1, le mauvais message. Le vendredi avait une odeur très spécifique de liberté bon marché. L'air chaud qui s'échappait de la porte du métro de Dorchester à 18h47, mélangé à l'odeur d'huile de friture du restaurant vietnamien du coin. Je suis descendu à la station, les épaules contractées. Mon sac pesait sur moi comme si je portais des pierres au lieu d'un ordinateur portable et de 3 rapports financiers. Je les avais relus si souvent que les chiffres dansaient déjà derrière mes paupières à chaque fois que je clignais des yeux. L'appartement était au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, ce qui signifiait que chaque vendredi, je montais ces escaliers avec la conviction dramatique que ce serait la dernière fois. Ça ne l'était jamais. J'ai tourné la clé, poussé la porte avec ma hanche et j'ai tout laissé tomber par terre près de l'entrée, sans cérémonie. Parce qu'il n'y avait personne à impressionner et j'avais renoncé à prétendre être organisé il y a au moins 2 ans. Je suis sorti de la douche, j'ai relevé mes cheveux et j'ai enfilé le pyjama que Soraya m'avait offert pour mon dernier anniversaire. Il était court, en satin couleur lit de vin, avec une carte qui disait « Pour la femme qui dort dans un vieux T-shirt depuis 2019, ça suffit. » Ça n'avait absolument aucun sens pour quelqu'un qui allait dormir seul en regardant des rediffusions de télé-réalité. Mais il était joli, et chaque fois que je le mettais, j'avais l'impression de m'offrir un cadeau que je n'aurais jamais eu le courage d'acheter moi-même. Je me suis jeté sur le canapé et j'ai attrapé mon téléphone avec cette énergie si particulière du vendredi soir. J'ai ouvert l'appareil photo, j'ai incliné le téléphone pour capter juste ce qu'il fallait de la lumière de la lampe, et j'ai pris une photo. Ce n'était rien de spécial, juste moi, les cheveux relevés, en pyjama de satin, pieds nus sur le canapé, avec le visage de quelqu'un qui avait survécu à une autre semaine. Le genre de photo qu'on envoie à sa meilleure amie, avec une légende stupide juste pour la faire rire. J'ai tapé le message sans réfléchir. Je t'attends chez moi ce soir, oui, parce que c'était notre blague. Soraya disait toujours qu'elle débarquerait chez moi avec du vin et des potins, et je répondais toujours que j'attendais. Mais aucune de nous ne venait jamais, parce que nous avions l'énergie sociale de 2 vieux chats. J'ai appuyé sur envoyer avec mon pouce et j'ai laissé tomber le téléphone sur ma poitrine en fermant les yeux. 3 minutes plus tard, le téléphone a sonné. Soraya, j'ai vu le pyjama, a-t-elle dit en riant déjà. Tu es magnifique. J'ai un talent fou pour les cadeaux. Note-le quelque part. Tu as appelé juste pour te faire des compliments, ai-je demandé, souriant, les yeux toujours fermés. J'ai appelé parce que je n'ai rien à faire, et tu es ma seule amie qui décroche à la première sonnerie, ce qui en dit long sur nous deux. Mais attends, envoyez-moi la photo. Je veux la voir correctement. Tu l'as envoyée dans notre conversation? Le sourire s'est figé sur mon visage. J'ai ouvert les yeux lentement, avec ce genre de calme forcé qui apparaît quand le cerveau n'a pas encore traité le désastre, mais que le corps sait déjà. J'ai pris le téléphone, j'ai ouvert l'application de messagerie, et le sol de mon appartement a cessé d'exister. La photo n'était pas dans ma conversation avec Soraya. Elle était dans ma conversation avec Alex Mancini, mon patron, l'héritier de la famille Mancini. C'était l'homme qui m'avait envoyé un texto à 16 heures pour demander le rapport consolidé de la semaine. Et à cause de ce fichu message, son nom se trouvait juste une ligne au-dessus de celui de Soraya dans ma liste de conversation. Nina a appelé Soraya. Tu es morte? Soraya, ai-je dit, et ma voix est sortie avec ce ton qui précède les catastrophes naturelles.
J'ai envoyé la photo à la mauvaise personne. Une seconde de silence. Alors, à qui? Alex Mancini. Ce qui a suivi a été le rire le plus fort, le plus aigu et le plus sincèrement désespéré que j'ai jamais entendu sortir d'un être humain. Soraya riait de tout son corps. Je pouvais l'entendre frapper une surface, probablement la table, probablement avec son visage. Soraya, pour l'amour de Dieu, j'ai envoyé une photo en pyjama court à mon patron avec la légende. Je t'attends chez moi ce soir. La gravité de la situation ne semblait pas l'atteindre, car elle continuait de rire. Ce n'est pas drôle. Je vais me faire virer. Je vais me faire virer d'un travail dont j'ai besoin pour payer un loyer que je ne peux déjà pas me permettre. Ma belle, a-t-elle haleté, essayant de respirer entre deux rires. Tu as envoyé une invitation avec une photo à l'héritier d'une famille mafieuse. Ce n'est pas un licenciement, c'est un scénario de film. Je vais le supprimer. Il l'a déjà vu. C'est marqué lu. J'ai regardé l'écran, 2 coches bleues. Il l'avait vu. Alex Mancini, l'homme avec qui j'évitais tout contact visuel au bureau parce qu'à chaque fois, je perdais le fil de toute pensée rationnelle, avait ouvert cette conversation. Il avait vu une photo de moi en pyjama court sur le canapé. Et il avait lu un message qui disait, sans aucun contexte et sans aucun salut possible, que je l'attendais. J'ai essayé de taper une explication. Je l'ai supprimé. J'ai réessayé. Je l'ai encore supprimé. Désolé, c'était pour quelqu'un d'autre. Et il penserait que j'envoie des photos à un autre homme, je sais pas. Mauvais destinataire, trop froid. Il n'y avait aucune issue digne. Nina, respire, a dit Soraya qui avait enfin arrêté de rire assez pour former des mots. Au pire, il l'ignore et vous faites tous les deux comme si de rien n'était. Au mieux, il se pointe à ta porte. Ce n'est pas le meilleur des cas, Soraya, c'est un cauchemar. Pour qui? Je lui ai raccroché au nez, non pas par colère, mais parce qu'elle avait raison et que je ne supportais pas de l'entendre. Je suis resté assise sur le canapé pendant environ 10 minutes, à fixer le plafond, essayant de convaincre mon système nerveux que ce n'était pas la fin de ma vie professionnelle. Peut-être qu'il rirait, peut-être qu'il l'ignorerait. Alex Mancini était un homme occupé, un homme qui dirigeait une chaîne de restaurants dont tout le monde à Boston savait qu'elle n'était pas qu'une simple chaîne de restaurants. Et il n'allait pas perdre son temps avec une comptable qui ne savait même pas envoyer un message à la bonne personne. Puis on a frappé à la porte. Ce n'était pas un couple timide, c'était ferme, espacé, avec le rythme de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'attendre. Je me suis figé sur le canapé. J'ai regardé la porte comme si elle pouvait me dire qui était de l'autre côté, même si je le savais déjà. Mon corps le savait avant que ma tête ne l'accepte. Mon cœur s'est emballé à une vitesse qui n'avait rien à voir avec la peur, mais tout à voir avec le genre de problème que je semblais incapable d'éviter. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte. Alex Mancini se tenait dans le couloir de mon immeuble, sans ascenseur à Dorchester, appuyé contre le cadre de la porte comme s'il était chez lui. Costume sombre, les mains dans les poches, les cheveux légèrement en désordre d'une manière qui semblait délibérée. Et ce demi-sourire qui n'annonçait jamais rien de bon et qui, pour une raison que je refusais d'analyser, me serrait la poitrine. « Tu m'as appelé », a-t-il dit, sa voix basse et incroyablement calme. Alors je suis venu. Je ne t'ai pas appelé, ai-je répondu, et ma voix est sortie plus aiguë que je ne l'aurais voulu. C'était une erreur. Le message était pour Soraya, mon amie. Elle m'a donné le pyjama, et j'allais lui envoyer la photo, et ton nom était juste au-dessus du sien, et j'ai appuyé sur le mauvais, et je bégayais. Moi, Nina Sorrell, qui passait 8 heures par jour à organiser les chiffres d'une organisation dont je savais qu'elle n'était pas ce qu'elle prétendait être, je n'arrivais pas à finir une phrase devant cet homme. J'ai senti mon visage chauffer comme si quelqu'un avait pointé un radiateur directement sur lui. Alex n'a rien dit pendant que je m'embrouillais. Il s'est contenté de me regarder et son regard est tombé une seconde, rapide, sur le pyjama de satin qui semblait soudain plus court qu'il ne l'était. Quand ses yeux sont revenus sur les miens, il y avait quelque chose qui m'a fait oublier ma phrase à mi-chemin. Il a fait un pas à l'intérieur. J'ai fait un pas en arrière. Il en a fait un autre. J'en ai fait un autre. Et avant que je ne m'en rende compte, il était dans mon appartement et la porte s'était refermée derrière lui avec un léger clic qui a résonné bien trop fort dans le silence. « Alex !» ai-je commencé, levant la main comme si je pouvais créer une barrière physique entre nous. Il a attrapé mon poignet, non pas avec force, mais avec précision,
comme quelqu'un qui sait exactement quelle pression appliquer pour que vous arrêtiez de bouger sans ressentir de douleur. Il m'a tiré lentement, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que mon dos soit contre le mur et son corps assez proche pour que je sente la chaleur qui irradiait à travers le tissu de son costume. Sa main a glissé de mon poignet à mon visage. Son pouce a touché le coin de ma bouche. Et j'ai senti un courant parcourir toute ma colonne vertébrale, de la nuque jusqu'en bas. Je devrais te renvoyer, ai-je murmuré, mais ma voix est sortie sans la moindre conviction. Tu devrais, a-t-il convenu, et sa bouche était si proche de la mienne que je pouvais sentir la chaleur de chaque mot. Mais tu ne le feras pas. Et il m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser d'essai, ce n'était pas prudent, ce n'était pas poli, ce n'était rien de ce que j'aurais imaginé d'un homme comme lui. C'était direct, profond et chargé d'une intention qui m'a coupé le souffle. Sa main tenait le côté de mon cou, le pouce le long de ma mâchoire, et son autre main a glissé jusqu'à ma taille, tirant mon corps contre le sien, avec une fermeté qui me disait, sans mots, qu'il savait exactement ce qu'il faisait et qu'il y avait pensé plus de fois que je ne le soupçonnais. Mon corps a répondu avant ma tête. Mes mains ont agrippé le devant de son costume et je l'ai embrassé en retour avec une urgence qui m'a fait peur, parce que je ne suis pas ce genre de personne. Je n'embrasse pas mon patron plaqué contre le mur de mon propre appartement. Vendredi soir, je ne perds pas le contrôle comme ça. Mais à ce moment-là, avec son goût sur mes lèvres et la pression de son corps contre le mien, je ne trouvais aucune raison de m'arrêter, jusqu'à ce que je le fasse. J'ai poussé sa poitrine avec mes deux mains. Il a reculé, mais pas beaucoup, juste assez pour me regarder, respirant fort et avec ce sourire complètement intact, comme si j'avais fait exactement ce qu'il attendait. Sors, ai-je dit, et cette fois ma voix est sortie ferme. Maintenant, tu es mon patron, Alex. Mon patron. Ce n'est pas un abus de pouvoir, c'est un manque de limite. C'est tout ce que je n'accepterai pas. Je ne suis pas une de ces femmes qui accourent quand tu claques des doigts. J'ai envoyé un mauvais message, une erreur, et tu t'es pointé ici comme si c'était une invitation. Il a écouté chaque mot, appuyé contre la porte, les mains de nouveau dans les poches, et ce sourire qui ressemblait maintenant moins à une provocation qu'à quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Tu m'as appelé, a-t-il répété, avec un calme qui me donnait envie de lui jeter quelque chose. Je suis venu, et ce baiser n'a pas menti. Il a ouvert la porte, est sorti, et l'a refermée derrière lui sans attendre de réponse. Je suis resté là, appuyé contre le mur où il m'avait plaqué quelques secondes plus tôt, le cœur battant si fort que j'entendais mon pouls dans mes oreilles. Je me suis laissé glisser jusqu'au sol, le dos raclant le mur, et je suis resté assis là, les genoux pliés et les mains tremblantes sur mes cuisses. Mon téléphone a vibré. C'était Soraya. « Alors, il est venu ?» Je n'ai pas répondu. J'ai appuyé ma tête contre le mur et j'ai fermé les yeux, essayant de démêler le chaos dans ma poitrine. Mes lèvres picotaient encore, son parfum flottait toujours dans l'air, quelque chose de boisé, de chair, qui n'avait pas sa place dans cet appartement. Et je savais qu'il resterait imprégné dans ma mémoire bien plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. J'aurais dû être en colère, et je l'étais. Mais sous la colère, sous de l'indignation, sous tout ce que j'allais me répéter jusqu'à y croire, il y avait une vérité que je ne pouvais pas ignorer. Quand il m'a embrassé, je ne voulais pas qu'il s'arrête, et quand il a dit que le baiser n'avait pas menti, la partie la plus dérangeante de moi savait qu'il avait raison. Lundi, j'entrerai dans le bureau, je m'assiérai à mon poste, j'ouvrirai les feuilles de calcul, et je ferai comme si rien de tout cela ne s'était passé. Je prierai pour qu'il fasse de même. Pour qu'Alex Mancini, avec toutes ses affaires, ses problèmes et ses responsabilités, décide simplement qu'une comptable en pyjama de satin ne valait pas l'effort. Mais quelque chose dans la façon dont il m'avait regardé avant de partir, ce calme de quelqu'un qui n'est pas pressé parce qu'il sait déjà comment l'histoire se termine, me disait qu'Alex Mancini n'était pas le genre d'homme à faire semblant. Chapitre 2. Le siège. Le lundi est arrivé avec la délicatesse d'un train de marchandises. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fixé le plafond pendant 20 minutes et j'ai pris une douche si chaude que ma peau est devenue rouge, comme si la température de l'eau pouvait brûler le souvenir du baiser de vendredi, en même temps que les cellules mortes de ma peau. Ça n'a pas marché. J'ai enfilé la tenue la plus sérieuse que je possédais, un pantalon de tailleur noir, un chemisier boutonné jusqu'au cou,
les cheveux tirés en arrière, et j'ai quitté la maison avec la posture de quelqu'un qui se rend à un tribunal plutôt qu'à un bureau. La courte se trouvait à Back Bay, dans une rue bordée d'arbres qui sentait le vieil argent. De l'extérieur, un restaurant italien haut de gamme, façade en pierre sombre, lettres dorées sur la porte. À l'intérieur, à l'arrière, après la cuisine et en haut d'un escalier discret, se trouvait le bureau administratif. 2 pièces, une pour moi et une autre, plus grande, au fond du couloir pour lui. Je suis entré par la porte de derrière, j'ai salué Marco, le chef qui arrivait toujours avant tout le monde et qui vérifiait déjà les fournisseurs du jour. J'ai monté les escaliers et j'ai poussé la porte du bureau avec mon épaule, tout en équilibrant mon sac et un café que j'avais pris en chemin. La pièce était vide. Sa chaise, visible à travers la porte entr'ouverte au fond du couloir, était également vide. Je me suis assise, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais même pas réalisé que je retenais. 10 minutes. J'avais 10 minutes de paix. 10 minutes pendant lesquelles j'ai ouvert la feuille de calcul du mois, vérifié les entrées en attente, et j'ai presque réussi à me convaincre que peut-être, il avait décidé d'oublier, que le baiser de vendredi n'était qu'une impulsion, une réaction à une photo inattendue, et qu'Alex Mancini avait des choses plus importantes à faire que de courir après une comptable qui ne savait même pas utiliser son propre téléphone correctement. Puis il est entré. Le son de ses pas est venu en premier, ferme, espacé, avec cette cadence que je reconnaissais déjà sans avoir besoin de tourner la tête. Il a franchi la porte du bureau sans frapper, comme il le faisait toujours, parce qu'Alex Mancini ne frappait pas aux portes qui étaient déjà les siennes. Costume gris, taillé à la perfection, avec une chemise blanche en dessous et sans cravate, un café dans la main droite, et ce sourire calme et contrôlé qui pouvait signifier n'importe quoi entre bonjour et je sais exactement ce que tu essaies de faire et ça ne marchera pas. Bonjour Nina, a-t-il dit, comme si c'était un lundi comme les autres, comme si vendredi n'avait jamais existé. Bonjour, ai-je répondu, sans quitter l'écran des yeux. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, a porté le café à ses lèvres et a bu, sans se presser. Je pouvais sentir son regard sur ma nuque comme une chose physique, un poids chaud qui s'installait entre mes épaules et descendait le long de ma colonne vertébrale. J'ai besoin du rapport consolidé pour les 3 restaurants d'ici mercredi, a-t-il dit. Les marges de Nero ont chuté de 2 points au dernier trimestre. Je veux savoir si ce sont les coûts d'exploitation ou une perte de revenus. Professionnel direct, sans la moindre trace de l'homme qui m'avait plaqué contre un mur et m'avait embrassé jusqu'à ce que je perde la capacité de penser. D'ici mercredi, ai-je répété en le notant. J'aurais besoin des relevés mis à jour des comptes d'exploitation. Ceux du mois dernier sont arrivés incomplets. Je parlerai à Renan. Il gère la logistique financière pour les 3. Renan Voss. Le nom m'était familier. Je le voyais souvent dans les couloirs de la courte, un homme au début de la trentaine avec un sourire facile et l'attitude de quelqu'un qui mettait un point d'honneur à être agréable avec tout le monde. Le capitaine des opérations des Mancini, responsable de tout le mouvement logistique entre les restaurants. Il me saluait toujours par mon nom, ce que j'avais trouvé poli la première semaine et légèrement calculé à partir de la deuxième. Alex s'est détaché du cadre de la porte et est parti sans rien ajouter. Aucune provocation, aucun double sens, aucune mention de pyjama ou de mauvais message. Et j'aurais dû me sentir soulagé. J'aurais dû penser, bien, il a compris, passons à autre chose comme des adultes. Mais ce que j'ai ressenti, c'est de l'irritation, une irritation irrationnelle, brûlante et complètement injustifiable contre lui pour avoir agi avec la maturité exacte que je voulais qu'il montre. Parce qu'une partie de moi, la partie stupide, celle qui sentait encore son goût chaque fois que je passais ma langue sur mes lèvres, voulait qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour que je puisse réagir, repousser, créer de la distance. Son silence ne me laissait rien contre quoi me battre, et c'était pire que n'importe quelle provocation. Tout au long de la matinée, j'ai remarqué qu'Alex n'avait pas oublié. Il n'était pas passé à autre chose. Il avait changé de stratégie. Le premier signe était subtil. Il est passé devant mon bureau 3 fois en 2 heures, toujours avec une raison. Une question sur Ilsang, un document qui nécessitait une signature, un commentaire sur le logiciel de comptabilité que j'utilisais. Des raisons légitimes, dont aucune ne l'obligeait à s'arrêter dans l'embrasure de la porte et à s'y attarder plus que nécessaire. L'épaule contre le bois,
et les yeux sur moi pendant que je parlais. Le deuxième signe est venu après le déjeuner. J'allais habituellement manger dans un café à 3 rues de la Courte. Je m'asseyais à la table du coin, commandais mon plat habituel et ouvrais mon téléphone pour répondre aux 14 messages que Soraya m'avait envoyés depuis 7 heures du matin, tous des variations de «Alors, il a dit quelque chose?» Et s'il fait comme si de rien n'était, je jure que je vais dans ce restaurant en personne. J'étais en train de taper une réponse quand la chaise en face de moi a bougé. J'ai levé les yeux. Alex s'est assis comme si la chaise était déjà la sienne, sans demander, sans prévenir, sans la moindre cérémonie. Il a posé un café sur la table, pas pour lui, pour moi, et s'est adossé avec l'aisance de quelqu'un qui occupe n'importe quel espace comme si l'espace avait été construit autour de lui. Coïncidence, a-t-il dit? Tu n'habites pas dans ce quartier. Tu ne manges pas dans les cafés et tu ne sais probablement pas ce qu'est un wrap. Ai-je répondu en le regardant avec un sourcil levé. Ce n'est pas une coïncidence. Son sourire s'est élargi, pas beaucoup, juste assez pour que je sache que ma réponse était exactement ce qu'il attendait. Le café que tu commandes ici est terrible, a-t-il dit, désignant le gobelet en papier dans ma main d'un léger signe de menton. Demain, je t'en apporterai un vrai. Tu n'es pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé, mais je vais le faire. Il est resté moins de 10 minutes. Il n'a pas essayé de parler de vendredi, il n'a pas flirté de manière évidente. Il a posé des questions sur le rapport, a fait un commentaire sur la base des revenus de Nero qui montrait qu'il comprenait réellement les chiffres et est parti avec la même facilité qu'il était arrivé. Mais quand il est parti, j'ai remarqué que le café qu'il avait laissé sur la table était chaud, venait d'un torréfacteur italien que je ne pourrais jamais me permettre avec mon salaire, et correspondait à mes goûts d'une manière qui n'était pas de la chance. Il savait comment je prenais mon café. Je ne lui avais jamais dit comment je prenais mon café. Le lendemain matin, quand je suis arrivé au bureau à 8h15, il y avait une tasse de café sur mon bureau, chaude, du même torréfacteur, avec une note sur un post-it collé sur le côté, d'une écriture penchée et régulière. Sans sucre, avec de la cannelle. Est-ce que je m'améliore? J'ai rangé le post-it dans le tiroir avant que quiconque ne puisse le voir. Je n'ai pas répondu. J'ai bu jusqu'à la dernière goutte. Les textos ont commencé cet après-midi-là. Le premier est arrivé à 15h16 alors que je vérifiais les bilans d'Ilsang. Ce café que tu commandes dans ce café est une insulte. Je l'ai ignoré. Le deuxième est arrivé 15 minutes plus tard. Si tu me disais que tu préfères le leur à celui que j'ai apporté, je le prendrais comme une trahison personnelle. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas rire. Le troisième, à 16h05, le rapport est pour mercredi, mais le café est éternel. J'ai répondu avant de pouvoir réfléchir. Tu es toujours aussi dramatique à propos du café? Sa réponse a été instantanée. Seulement quand la personne qui le boit est assez têtue pour préférer un mauvais café par fierté. J'ai fermé mon téléphone, je l'ai rouvert, je l'ai refermé, je l'ai poussé dans le coin du bureau et je suis retourné aux chiffres. Mais les chiffres n'avaient plus de sens parce que je souriais. Et le pire, c'est que le sourire était apparu sans demander la permission. Jeudi, Soraya s'est pointée au café sans prévenir, m'a coincé avec un jus vert et une liste de preuves qu'elle a énumérées sur ses doigts. Le café importé, le post-it dans le tiroir, le chemisier boutonné jusqu'au cou. Sa conclusion. Ce n'est pas du harcèlement, c'est le destin avec une licence commerciale. J'ai essayé de soutenir que la commodité n'était pas le destin, mais la seule chose qui est sortie était une correction sur le jour de la semaine où le café avait commencé à apparaître, car apparemment ma seule défense était de corriger des détails sans importance. Elle a souri avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de gagner un procès. Ce même après-midi, quelque chose a changé au bureau de la Courte, mais pas entre moi et Alex. Le changement est venu d'ailleurs. Alex était en réunion dans la salle du fond avec Tav, Giancarlo et 2 hommes que je n'avais jamais vus auparavant. Tav, Ottavio Saldari, le bras droit d'Alex depuis leur adolescence, était facile à repérer. Grand, silencieux, avec le genre de présence qui faisait que les gens s'écartaient sans qu'il ait à le demander. Giancarlo Ferraro, le conciliaire de la famille, était l'opposé visuel. Mince, cheveux gris peignés en arrière, lunettes à monture fine, et l'allure d'un avocat qui connaissait plus de secrets que n'importe quel prêtre. Je ne savais pas de quoi il discutait, mais la porte était fermée,
et les visages que j'avais vus entrer n'étaient pas ceux de gens sur le point de parler de Minus. J'étais dans mon bureau quand j'ai vu, à travers la porte entr'ouverte, Tab observer Alex de l'autre côté de la table. Alex avait son téléphone à la main, et c'était la troisième fois en 10 minutes qu'il regardait de l'écran. Tab a incliné la tête, a croisé les bras et a dit, de cette voix sèche que lui seul pouvait faire paraître à la fois neutre et tranchante comme un rasoir. Si le téléphone explose à force que tu le fixes, c'est ton problème. Alex a glissé le téléphone dans la poche de son costume sans un mot. Tav n'a rien dit d'autre, mais j'ai vu, juste une seconde, le coin de sa bouche se soulever, un minuscule sourire presque invisible, le genre qui vient quand on voit quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et le regard qu'il a lancé à Alex avant de reporter son attention sur la réunion portait quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver là, de la reconnaissance. Comme s'il regardait, pour la première fois depuis des années, son patron perdre son sang-froid et trouvait cela plus intéressant que n'importe quel accord sur la table. La réunion s'est terminée. Les hommes sont partis. Alex est venu à mon bureau, s'est arrêté à l'embrasure de la porte, cette embrasure que je commençais à associer à sa présence, et est resté là un moment avant de dire « Vendredi, dîner chez Nero, toute l'équipe administrative, tu es incluse. » C'est une invitation ou une convocation, ai-je demandé sans quitter l'ordinateur des yeux. Ça dépend laquelle te fera venir. Je n'ai pas répondu. Il est parti et je suis resté avec la certitude que ma stratégie de faire comme si tout était normal échouait de manière spectaculaire, parce que mon cœur s'emballait à nouveau et je n'avais personne à blâmer à part moi-même. Je suis rentré chez moi ce soir-là, la tête pleine de lui et furieuse à ce sujet. J'ai jeté mon sac sur le canapé, ouvert l'ordinateur portable, par habitude, et j'ai fait ce que je faisais toujours quand j'avais besoin d'arrêter de penser à quelque chose. Je me suis enterré dans le travail. J'ai ouvert les feuilles de calcul d'Hillsong, j'ai commencé à vérifier les entrées des 3 derniers mois pour prendre de l'avance sur le rapport d'Alex, et j'ai laissé les chiffres remplir l'espace qu'il insistait pour envahir. C'est là que je l'ai vu. Au début, ça ne semblait rien. Un chiffre dans le relevé de mars qui ne correspondait pas à ce que j'avais dans le système. Une petite différence, le genre de chose qui pourrait être une erreur de saisie ou un problème d'arrondi. Mais j'étais doué pour ça. C'est pour ça qu'on me payait. Et quand quelque chose ne collait pas, mon instinct n'était pas de l'ignorer. C'était de tirer sur le fil. J'ai tiré. L'anomalie de mars se répétait en février et en janvier. Pas les mêmes montants, mais le même schéma. De petits transferts sortant du compte d'exploitation d'Hillsong vers un compte que je ne reconnaissais pas, des montants assez bas pour ne pas déclencher d'alerte automatique, mais assez fréquents pour que, additionnés, ils s'élèvent à une somme tout sauf insignifiante. J'ai ouvert les registres de Nero. Même schéma. Transfert subtil, intervalles irréguliers, montants qui ne correspondaient à aucun fournisseur dans le système. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran avec le genre de calme qui apparaît lorsque l'adrénaline est si élevée que le corps décide de se figer au lieu de réagir. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un arrondi. Quelqu'un siphonnait de l'argent de l'intérieur de l'opération Mancini. Quelqu'un avec un accès au compte d'exploitation. Quelqu'un qui connaissait assez bien les systèmes pour cacher la piste à quiconque ne regardait pas attentivement. J'ai fermé le fichier, éteint l'ordinateur portable, je suis allé me coucher. Mais je suis resté éveillé pendant plus d'1 heure à fixer le plafond de la chambre noire, avec le sentiment que je venais de voir quelque chose que personne ne voulait que je voie. Et qu'à partir de maintenant, prétendre que je ne l'avais pas vu allait devenir beaucoup plus difficile. Chapitre 3. Tir croisé. J'ai passé tout le week-end à essayer de ne pas ouvrir l'ordinateur portable. Ça a duré jusqu'à samedi à 14 heures, ce qui, compte tenu de mon bilan en matière de maîtrise de soi au travail, était déjà un record. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un café froid et les feuilles de calcul ouvertes et j'ai fait ce que je savais faire de mieux. J'ai suivi les chiffres. Je ne voulais pas être la nouvelle comptable qui débarque avec des théories du complot après 2 mois de travail. Mais les chiffres ne mentent pas. Et ce que quelqu'un avait fait là-dedans devenait de plus en plus clair à chaque relevé que j'ouvrais. Le schéma que j'avais déjà trouvé chez Hillsong et Nero avait maintenant une forme. Tous les 11 à 14 jours, un virement de 3 à 6 000 $ quittait les comptes d'exploitation pour un compte d'entreprise qui n'existait dans aucun registre de fournisseurs. Quelqu'un avait créé une fuite invisible
et comptait sur le fait que personne ne regarderait de près. Mais j'ai regardé et maintenant je ne pouvais plus m'arrêter de regarder. J'ai fermé l'ordinateur portable le dimanche soir avec une liste de dates, de montants et de questions sans réponse. J'ai tout sauvegardé dans un dossier crypté et j'ai essayé de dormir. Mais le sommeil est venu plein de chiffres dansant derrière mes paupières comme s'il se moquait de moi. Le lundi, je suis arrivé à la courte plus tôt que d'habitude. Le bureau était encore vide. La lumière du couloir vacillait avec ce rythme paresseux d'une ampoule fluorescente que personne ne prenait la peine de remplacer. Je me suis assise, j'ai ouvert les fichiers système et j'ai commencé à croiser les données que j'avais extraites pendant le week-end avec les registres internes. Je devais confirmer une chose. Qui avait un accès direct aux comptes d'exploitation d'Ilsang et de Nero? La liste était courte. Giancarlo avait un accès général en tant que conciliaire. J'avais un accès en lecture seul en tant que comptable. Et Renan Voss, en tant que capitaine des opérations, avait un accès complet. C'est lui qui autorisait les paiements des fournisseurs, approuvait les transferts logistiques et gérait les flux de trésorerie quotidiens. Renan, le nom continuait de pulser dans ma tête alors que je fermais les fichiers, mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives sans plus de données. Accuser quelqu'un au sein de cette organisation n'était pas comme signaler une fraude dans une entreprise normale. Là, les accusations avaient des conséquences qui allaient bien au-delà des licenciements et des poursuites judiciaires. J'ai entendu des pas dans le couloir et j'ai fermé la feuille de calcul séparée par instinct, revenant au rapport qu'Alex m'avait demandé. Les pas se sont arrêtés. J'ai levé les yeux. Alex était dans le couloir à moins de 2 mètres de moi, avec une tasse de café à la main et sa cravate desserrée au cou comme s'il avait commencé sa journée des heures avant d'arriver là. La faible lumière du couloir découpait son visage d'une manière qui rendait les angles plus nets. La mâchoire, l'ombre sous ses yeux, le pli entre ses sourcils qui apparaissait lorsqu'il pensait à quelque chose qu'il n'avait aucune intention de partager avec qui que ce soit. « Tu es en avance », a-t-il dit, en s'appuyant l'épaule contre le mur du couloir. « J'ai un rapport à rendre pour mercredi, tu te souviens ?» ai-je répondu, en essayant de garder ma voix légère. Certaines d'entre nous doivent vraiment travailler pour gagner leur vie. Le coin de sa bouche s'est soulevé. Il a fait un pas vers moi et ce pas a tout changé, car soudain, la conversation ne portait plus sur les horaires ou les rapports. Il s'agissait de la distance entre nous qui diminuait de seconde en seconde sans que je fasse un geste pour l'augmenter. Le rapport aurait pu attendre jusqu'à 9 heures, a-t-il dit, et sa voix a baissé d'un demi-ton, prenant cette texture profonde qui me faisait perdre le fil de mes pensées. Mais tu es là à 7h30 dans un couloir vide. Coïncidence? J'ai utilisé le même mot qu'il avait utilisé au café et, à la façon dont ses yeux se sont illuminés, il l'a remarqué. Alex s'est rapproché. Son parfum m'a atteinte en premier, boissé avec une note de cuir que j'associais déjà au danger d'être trop proche. Sa main a bougé et pendant 1 seconde, j'étais sûr qu'il allait toucher ma taille. Ses doigts sont passés si près du tissu de mon chemisier que j'ai senti la chaleur avant le contact, mais le contact n'est jamais venu. Sa main a saisi le rapport posé sur le bureau à côté de moi et il a reculé avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de faire autre chose. « Merci », a-t-il dit, en tenant un morceau de papier dont il n'avait même pas besoin. Je savais qu'il savait et il savait que je savais. Et pourtant, aucun de nous n'a rien dit, car le nommer signifiait ne plus pouvoir prétendre que ça n'existait pas. J'ai quitté le couloir, le cœur battant dans mes oreilles et en colère contre moi-même de trembler pour un contact qui n'avait jamais eu lieu. C'est ce que faisait Alex Mancini. Il n'avait pas besoin de contact pour vous déstabiliser. La promesse de celui-ci suffisait. La possibilité. L'espace entre l'intention et l'action chargé d'une électricité qui s'accrochait à la peau comme de l'électricité statique. À l'heure du déjeuner, Soraya est arrivée sans prévenir. Elle est entrée dans le café habituel, s'est assise en face de moi et a posé un sac en papier sur la table avec 2 sandwichs et une bouteille de thé glacé, comme si elle installait un campement. J'ai apporté de la nourriture parce que la dernière fois, tu as passé tout le repas à tordre ta serviette au lieu de manger, ce qui signifie que la situation a empiré, a-t-elle dit en poussant l'un des sandwichs vers moi. La situation n'a pas empiré, Nina. Tu as des cernes, un chemisier boutonné jusqu'au cou et les mains agitées. C'est le trio du chaos émotionnel. J'ai déjà vu ce tableau clinique et le diagnostic est toujours le même. J'ai mordu dans le sandwich pour ne pas avoir à répondre, mais Soraya n'avait pas besoin de réponse.
Elle était parfaitement capable de mener une conversation toute seule. Il envoie toujours du café, a-t-elle demandé. Tous les jours. Et des textos, parfois. Et tu réponds. J'ai hésité une seconde. Soraya a pointé mon visage avec son index. Cette pause a tout dit. Tu réponds. La femme qui a juré qu'elle allait l'ignorer répond au texto du chef de la mafia à 3 heures de l'après-midi. Je vais avoir besoin de plus de thé pour digérer ça. J'ai failli les rire, mais je n'ai pas eu le temps car ce qui s'est passé ensuite a effacé toute la légèreté que la conversation de Soraya avait apportée. Je suis retourné à la courte après le déjeuner et j'ai monté les escaliers vers le bureau. Le couloir du 2e étage avait un virage avant d'atteindre ma chambre, et c'est à ce virage que je me suis arrêté car j'ai entendu une voix que je reconnaissais, mais dans une langue à laquelle je ne m'attendais pas. Renan Voss était au bout du couloir, près de la fenêtre donnant sur la ruelle latérale du restaurant, le téléphone collé à l'oreille. Il parlait français. Sa posture était différente de ce que je voyais au quotidien. Les épaules tendues, la tête baissée, sa main libre agrippant le rebord de la fenêtre assez fort pour que ses jointures blanchissent. Je ne parlais pas couramment le français, mais j'avais suivi 2 semestres à l'université et je comprenais assez pour saisir des fragments. J'ai entendu Durand aussi clairement qu'une cloche. J'ai entendu les montants et j'ai entendu, avant qu'il ne baisse encore plus la voix et que je perde le reste, quelque chose qui ressemblait à la prochaine livraison. Renan a raccroché. J'ai reculé du virage du couloir et je me suis faufilé dans mon bureau avant qu'il ne puisse me voir, assis sur la chaise avec l'aisance forcée de quelqu'un qui avait été là tout le temps. Il est passé devant la porte, quelques secondes plus tard, m'a vu et a souri de la même manière cordiale que toujours. « Bon après-midi, Nina. Journée chargée. » « Comme d'habitude, ai-je répondu avec un sourire qui m'a demandé un effort énorme pour le garder sur mon visage. Il a continué son chemin. J'ai attendu que le son de ses pas disparaisse dans les escaliers avant de laisser échapper mon souffle. Durand. Renan parlait à quelqu'un lié au Durand, la famille rivale qui contrôlait le port de Boston et que les Mancini traitaient comme une menace directe. Et il parlait de montants et de livraison au téléphone au milieu du bureau des Mancini comme si ce couloir était un endroit sûr pour ce genre de conversation. J'avais maintenant 2 informations, les virements dans les livres et l'appel de Renan, et toutes 2 pointaient dans la même direction avec une clarté qui me donnait la nausée. L'après-midi s'est déroulé comme si j'étais sous l'eau, les chiffres à l'écran n'avaient aucun sens. Les mots du rapport semblaient brouillés. Et chaque fois que quelqu'un passait dans le couloir, je sentais mon estomac se nouer. J'ai quitté le bureau à 18 heures avec la tête lourde et le sentiment que je portais quelque chose de bien trop dangereux pour moi. Le parking derrière la courte était mal éclairé après 17 heures et je le traversais habituellement rapidement. Mais ce soir-là, je n'étais pas seul. Alex était appuyé contre le capot d'une berline noire qui n'était pas la mienne, les bras croisés, la veste enlevée. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude et sa cravate avait disparu à un moment donné de l'après-midi. Il ne souriait pas. Il n'y avait aucune provocation sur son visage, aucun charme calculé, aucune de cette ironie que je connaissais si bien. Il était sérieux d'une manière que je n'avais pas encore vue, et cet Alex était plus intimidant que n'importe quelle version précédente. « Nina », a-t-il dit, et le ton de sa voix m'a fait m'arrêter au milieu du parking. « Qu'est-ce qu'il y a? » Les Durand bougent. Les choses vont se tendre dans les prochains jours. J'ai besoin que tu sois prudente. La phrase était simple, mais le poids derrière ne l'était pas. Je connaissais la rivalité entre les familles seulement parce que je pouvais reconstituer des conversations chuchotées au bureau et des visages tendus qui apparaissaient à certaines réunions. Personne ne m'avait jamais regardé directement en me disant que je devais être prudente. « Pourquoi ?» ai-je demandé, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. « Parce que tu travailles pour moi », a dit Alex, et ses yeux n'ont pas quitté les miens. « Et je prends soin de ce qui est à moi. » La phrase était possessive et dans tout autre contexte, j'aurais répliqué avec une remarque acerbe sur le fait de n'être la propriété de personne, mais quelque chose dans son ton m'a retenu. Ce n'était pas de l'arrogance. Ce n'était pas du contrôle. C'était de la peur. Une peur réelle, contenue, disciplinée. Le genre de peur qu'un homme comme Alex Mancini ne se permettait de montrer à presque personne. Je suis resté silencieuse un moment, et dans ce silence, j'ai pris une décision qui allait probablement tout changer. Je pouvais partir.
Je pouvais le remercier pour l'avertissement, monter dans la voiture et continuer à prétendre que les chiffres dans la feuille de calcul étaient le problème de quelqu'un d'autre. Mais j'en avais assez de faire semblant. J'ai trouvé quelque chose, ai-je dit, et ma voix est sortie plus stable que je ne l'attendais. Dans les livres, il y a des virements qui sortent des comptes d'exploitation d'Ilsang et de Nero. De petits montants, fréquents, vers un compte qui n'existe dans aucun registre de fournisseurs. Ça dure depuis au moins 3 mois. Alex n'a pas bougé. Il n'a pas froncé les sourcils, n'a pas croisé les bras, n'a pas fait un seul geste qui trahissait ce qu'il pensait. Mais j'ai vu le changement dans ses yeux, comme si une porte s'était fermée derrière eux, et l'homme qui se tenait là maintenant était une version plus froide, plus calculée, plus dangereuse que tout ce que j'avais vu auparavant. Qui a accès à ces comptes? A-t-il demandé, avec le calme de quelqu'un qui savait déjà que la réponse allait faire mal. Giancarlo, moi et Renan Voss, ai-je répondu. Giancarlo a un accès général. J'ai un accès en lecture seul. Renan a un accès complet. Il autorise les paiements et gère le flux opérationnel pour les 3 restaurants. Alex est resté silencieux. Pas le silence inconfortable de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. Le silence lourd de quelqu'un qui assemble des pièces qu'il aurait souhaité ne pas assembler. Nous savions tous les deux que la liste des suspects était courte, et nous savions tous les deux quel nom pesait le plus lourd sur cette liste. « Rentre chez toi », a-t-il dit enfin, et sa voix avait retrouvé ce ton de commandement qui ne laissait aucune place à la négociation. « Verrouille la porte, n'ouvre à personne. Alex, Nina, rentre chez toi. » Je suis parti, non pas parce qu'il me l'a dit, mais parce que j'ai reconnu, dans la tension de sa mâchoire et la façon dont il attrapait déjà son téléphone avant que je ne me retourne, que quelque chose venait de basculer, que l'information que j'avais donnée était plus grande que je ne l'avais imaginé, et qu'à partir de maintenant, il allait gérer ça comme les hommes comme lui gèrent la trahison, d'une manière que je ne voulais probablement pas voir. J'ai conduit jusqu'à Dorchester en pilote automatique, les mains stables sur le volant, et mon esprit quelque part loin. Je me suis garé devant l'immeuble, je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à l'entrée. C'est là que je l'ai vu. Sur mon paillasson, appuyé contre la plinthe comme si quelqu'un l'avait placé là avec soin, il y avait un bouquet de fleurs. Des roses rouges, sombres, presque couleur lit de vin, attachées avec un ruban noir et sans carte, sans enveloppe, sans note, sans expéditeur. J'ai ramassé le bouquet avec des mains glacées et j'ai compté les roses par instant, le genre d'habitude stupide que je ne savais pas avoir jusqu'à ce moment. 11. Il y avait 11 roses dans un bouquet qui aurait clairement dû en avoir 12. Une fleur en moins. Je ne savais pas ce que cela signifiait, pas à cet instant, mais quelque chose à propos de ce mauvais nombre, de cette absence délibérée, m'a noué l'estomac avec une force qu'aucune feuille de calcul, aucun rapport et aucun appel téléphonique en français n'avait réussi à provoquer. Parce que les mauvais chiffres, je les comprenais. Les mauvais chiffres, c'était mon travail, et ce chiffre-là était mauvais exprès. Je suis entré dans l'appartement, j'ai verrouillé la porte et j'ai posé le bouquet sur la table de la cuisine, où il m'a fixé tout le reste de la nuit comme une question à laquelle je ne savais pas comment répondre. Chapitre 4. La chute. La chute. J'ai appelé Alex à 23 heures, non pas parce que je le voulais, mais parce que le bouquet de 11 roses était posé sur la table de ma cuisine et me fixait comme un avertissement. Et je ne pouvais pas dormir en sachant que quelqu'un avait monté 3 étages dans mon immeuble, sans ascenseur, pour laisser ce message à ma porte. Il a décroché à la 2e sonnerie. Il n'a pas dit bonjour, il a dit mon nom, comme s'il savait déjà que c'était moi, comme s'il attendait. Les fleurs, ai-je dit, et ma voix est sortie plus contrôlée que je ne le sentais. Quelqu'un a laissé un bouquet à ma porte. Passe de carte. 11 rosets au lieu de 12. Silence. Pas une seconde de silence, plusieurs. Le genre de silence qui a du poids, qui prend de la place, qui pèse sur la poitrine de celui qui est à l'autre bout du fil en attendant une réaction. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à ce qu'il jure, qu'il pose des questions, qu'il dise quelque chose qui me donnerait une direction. Mais Alex n'a rien fait de tout ça. Il est resté silencieux d'une manière qui était pire que n'importe quel cri. Parce que le silence d'un homme qui a toujours une réponse à tout signifiait que la situation était assez grave pour que même lui ait besoin d'un moment avant d'agir. « Ne sors pas de la maison », a-t-il dit enfin, et sa voix avait perdu toute trace de chaleur. C'était une instruction pure.
aucune place à l'interprétation. Tav sera là dans 20 minutes. Alex, je n'ai pas... Il a raccroché. Je me suis assise sur le lit avec le téléphone à la main et le sentiment que le sol de l'appartement s'inclinait lentement. Une fleur en moins. J'avais cherché après avoir verrouillé la porte, parce que c'est ce que je faisais quand je ne comprenais pas quelque chose. Je faisais des recherches jusqu'à ce que je comprenne, et ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Dans l'ancienne tradition des familles italiennes, un bouquet avec une fleur manquante était un message. Pas une menace directe, un avertissement. Nous savons où tu es. Nous comptons. En moins de 20 minutes, on a frappé à la porte. Cette fois, le coup était différent de celui d'Alex. Plus court, plus sec, sans rythme. J'ai ouvert et j'ai trouvé Tav dans le couloir, portant un manteau sombre sur une chemise noire, avec la posture de quelqu'un qui n'a pas besoin d'une arme visible pour être intimidant. Derrière lui, dans la rue, une berline noire aux vitres teintées attendait, moteur en marche. Ordre du patron, a dit Tav, sans salutation ni explication. Tu viens avec moi. Où? Son penthouse, en ville. Je n'ai pas besoin d'une babysitter, Tav. Il m'a regardé avec cette patience neutre de quelqu'un qui a entendu cette phrase des centaines de fois et sait comment ça se termine. Je ne suis pas une babysitter, a-t-il dit. Je suis la personne qui s'assure que tu arrives en vie. La voiture est juste là. Prends ce dont tu as besoin. Mon téléphone a sonné avant que je puisse répondre. Alex. Nina, quelqu'un a laissé un message de la mafia à ta porte. Sa voix était tranchante et calme à la fois, comme une lame enveloppée de soie. Tu peux discuter avec moi à l'intérieur d'un appartement sécurisé ou depuis la banquette arrière d'une voiture qui est déjà en route. Choisis. J'ai regardé Tav. J'ai regardé le couloir vide de mon immeuble, la lumière du 3e étage qui vacillait et le silence de la rue qui entrait par la fenêtre du couloir. J'ai attrapé un sac, j'y ai fourré l'ordinateur portable, une tenue de rechange et mon chargeur de téléphone, et j'ai suivi Tav dans les escaliers sans un mot de plus. Tav a conduit en silence. Boston défilait par la fenêtre comme un flou de lumière et d'asphalte humide, et en 15 minutes, nous étions devant un immeuble du quartier financier. Façade discrète, poste de nom, ascenseur direct vers le penthouse. Je savais qu'Alex avait de l'argent. Je voyais les chiffres tous les jours, mais savoir et voir sont des choses différentes. Des fenêtres du sol au plafond encadrant tout Boston. Des tons sombres de bois et de cuir. L'odeur de cèdre et de café. Un éclairage assez bas pour que l'espace paraisse plus intime que sa taille réelle ne le suggérait. Tav m'a laissé à l'entrée et a disparu sans un au revoir. Je suis resté là, sac à la main, à regarder l'espace qui appartenait à l'homme dont j'étais censé garder mes distances. Alex est apparu d'un couloir au fond du penthouse. Pas de costume. Chemise aux manches retroussées, pieds nus, cheveux en désordre. Il avait l'air plus jeune comme ça, plus humain, et ça m'a désarmé plus que n'importe quelle provocation ne l'avait jamais fait. « Tu as mangé ?» a-t-il demandé, et la question était si ordinaire, si domestique, qu'il m'a fallu une seconde pour réaliser que c'était lui qui la posait. Non, il a fait un signe de tête vers la cuisine. Sur le comptoir en marbre sombre se trouvaient des assiettes couvertes, des verres, une bouteille de vin déjà ouverte et des serviettes en tissu. Un dîner complet, préparé avant mon arrivée, ce qui signifiait que lorsqu'il avait appelé et dit que Tav était en route, il savait déjà que je finirais là. Le contrôle que cet homme avait sur les événements qui l'entouraient était à la fois impressionnant et légèrement troublant. « Tu avais préparé ça avant que je dise que je venais, » ai-je dit, en m'asseyant sur le tabouret haut du comptoir. « Je l'ai préparé quand j'ai vu ton appel, » a-t-il corrigé en découvrant l'une des assiettes. « Mais je savais que tu viendrais. Confiant. Pratique. Tu es trop intelligente pour rester dans un appartement sans sécurité après avoir reçu un avertissement comme ça. Nous avons mangé, ou plutôt, j'ai mangé, parce que j'étais affamé, et la nourriture était absurdement bonne, et il s'est assis en face de moi avec un verre de vin et m'a regardé manger avec une attention qui, dans toute autre circonstance, m'aurait rendu mal à l'aise. Mais là, dans cette cuisine, avec toute la ville qui scintillait de l'autre côté des fenêtres, et l'adrénaline des dernières heures qui courait encore dans mes veines, je n'avais pas de place pour la gêne, seulement la faim, et l'étrange sentiment que, pour la première fois depuis longtemps,
J'étais dans un endroit où personne n'allait laisser quoi que ce soit à ma porte sans conséquence. La conversation a commencé par la sécurité, la surveillance de mon immeuble, les durants, la tension au port. Ton de briefing, factuel et sans émotion, mais le vin a adouci les angles et quelque part entre le deuxième verre et le silence, la conversation a glissé ailleurs. Mon père croyait que la confiance était le plus grand atout qu'un patron puisse avoir, a dit Alex, en tournant le verre entre ses doigts avec une lenteur que je savais déjà être sa façon d'organiser ses pensées avant de les laisser sortir. Il a fait confiance aux bonnes personnes pendant des années, et puis il a fait confiance à la mauvaise personne une seule fois. Je connaissais l'histoire. Tous ceux qui travaillaient pour les Mancini la connaissaient, du moins la version officielle. Dominique Mancini, le patriarche, avait été arrêté il y a 3 ans à cause d'informations divulguées par quelqu'un de l'intérieur. Le procès a été rapide, la sentence lourde, et Alex, à 27 ans, a pris la tête d'une organisation qui le regardait avec un mélange d'attente et de doute. C'était un informateur, a poursuivi Alex, et sa voix a perdu la cadence contrôlée que je connaissais. Elle est devenue plus basse, plus proche de la surface, comme si les mots étaient tirés d'un endroit qu'il ne visitait pas souvent. Quelqu'un qui s'asseyait à la table de mon père, qui dînait chez nous, qui connaissait les noms de mes cousins. J'aurais dû le voir. J'étais dans l'opération. J'avais accès aux mêmes données. Je regardais cet homme chaque semaine et je ne voyais rien. Il s'est arrêté, a pris une gorgée de vin. Quand il a continué, il ne m'a pas regardé. Il a regardé la ville par la fenêtre, comme s'il était plus facile de le dire aux lumières de Boston qu'à moi. J'ai tout repris à 27 ans. Pas de préparation, pas de transition. La moitié de la famille pensait que j'étais trop jeune. L'autre moitié attendait que j'échoue pour prendre ma place. Et j'ai fait la seule chose que je savais faire. J'ai tout fermé. J'ai fermé l'accès. J'ai fermé la confiance. J'ai fermé toute porte qui permettrait à quelqu'un de s'approcher assez pour le refaire. La cuisine est devenue silencieuse. Le genre de silence qui ne demande pas à être comblé, qui demande à être respecté. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu au bureau, dans les couloirs de la courte ou sur le parking. L'épuisement. Pas physique, l'épuisement de porter seul un poids qui n'était pas fait pour un seul homme. Celui qui a trahi a fait confiance, ai-je dit, et les mots sont sortis avant que je ne décide de les dire. Alex a tourné son visage vers moi. Son regard était celui de quelqu'un qui venait d'entendre quelque chose auquel il ne s'attendait pas, non pas parce que la phrase était compliquée, mais parce qu'elle était trop simple, trop directe, le genre de choses que personne ne lui disait, parce que tout le monde autour de lui était trop occupé à calculer comment chaque mot les affecterait politiquement pour simplement dire la vérité. Il n'a pas répondu, mais la façon dont il m'a regardé en silence, sans se presser, avec quelque chose de profond dans des yeux qui ressemblaient à de la gratitude et de la surprise en même temps, en disait plus que n'importe quel mot qu'il aurait pu choisir. La distance entre nous s'est réduite sans qu'aucun de nous ne bouge de manière notable. Ou peut-être que je me suis penché sans m'en rendre compte. Ou peut-être que c'est lui qui l'a fait. Ce que je sais, c'est qu'à un moment, nous étions assis de part et d'autre du comptoir, et l'instant d'après, sa main était sur mon visage, son pouce traçant une ligne lente de ma pommette au coin de ma bouche, avec le soin de quelqu'un qui touche quelque chose qu'il a peur de casser. Le baiser, quand il est venu, était différent de tous ceux que j'avais connus, différent du premier, qui avait été explosion et impulsion. Celui-ci était lent, délibéré. Sa bouche a trouvé la mienne avec un calme qui m'a fait comprendre que cette fois, il n'y avait pas d'excuses, pas de mauvais message, pas de coïncidence. Rien entre nous pour le justifier autre que la vérité nue que nous le voulions tous les deux. C'était un choix, le sien et le mien. Sa main a glissé à l'arrière de mon cou et j'ai senti ses doigts se refermer dans mes cheveux avec une fermeté qui contrastait avec la douceur de sa bouche. Mon corps s'est penché vers lui comme s'il répondait à sa propre gravité et j'ai posé ma main sur sa poitrine, sentant son cœur battre fort sous le tissu de sa chemise. Trop fort pour un homme qui prétendait d'avoir tout sous contrôle. Le téléphone a sonné, Alex s'est arrêté. Son front s'est appuyé contre le mien pendant une seconde, sa respiration lourde se mêlant à la mienne, et j'ai senti sa frustration dans la tension des doigts qui tenaient encore l'arrière de mon cou. Il s'est écarté, a sorti le téléphone de sa poche et a regardé l'écran.
Tav, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. Il a répondu. J'ai regardé le changement se produire en temps réel, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. L'homme qui, une seconde auparavant, me tenait avec soin a disparu, et à sa place se tenait quelqu'un que je reconnaissais des couloirs de la courte, des réunions à huis clos, des regards qui faisaient baisser la tête aux hommes adultes, le chef de la famille Mancini, froid, calculé, la voix sèche et les yeux vidés de tout ce qui n'était pas de la stratégie. « Quand » a-t-il dit dans le téléphone. Pause. « Tu es sûr ?» Une autre pause plus longue. « Appelle Giancarlo, maintenant. » Il a raccroché, m'a regardé, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a fait déglutir difficilement parce que ce n'était pas de la colère, c'était l'absence de celle-ci, le calme glacial de quelqu'un qui a déjà dépassé la colère et est arrivé à une décision. Les virements, a-t-il dit, ils passent par le compte d'exploitation de Renan Voss. Je n'ai rien dit, je n'en avais pas besoin. La pièce manquante venait de se mettre en place. Les virements, l'appel téléphonique et en français, le sourire cordial qui prenait soudain beaucoup plus de sens. Alex a repris le téléphone et a appelé Giancarlo. La conversation a été courte en italien et je n'ai pas compris les mots, mais j'ai compris le ton. C'était une convocation. Puis il a appelé un autre numéro et a donné des instructions que j'aurais préféré ne pas entendre, mais que j'ai entendues quand même. Quelque chose à propos d'une réunion à la courte cette nuit-là et de s'assurer que Renan y soit. J'ai tout regardé depuis le tabouret de la cuisine. Là, pour la première fois, je voyais tout Alex Mancini, pas le patron sarcastique, pas l'homme qui s'était présenté à ma porte en costume, l'homme qui, lorsqu'il découvrait une trahison, commençait simplement à déplacer des pièces avec la précision de quelqu'un qui savait qu'hésiter était plus dangereux qu'agir. J'aurais dû avoir peur, et j'en avais. Une partie de moi criait que ce n'était pas pour moi, que j'étais une comptable de Dorchester, pas une pièce sur cet échiquier, mais la partie qui avait senti son cœur battre sous sa chemise n'a pas bougé. Je suis resté. Alex est parti pour la courte avec Tav peu après minuit, et je suis resté au penthouse avec l'instruction de ne pas sortir et de n'ouvrir la porte à personne, et moi, mais les instructions n'ont jamais été mon point fort. Et quand mon téléphone a vibré 1 heure plus tard, avec un texto de Tav disant que Renan était arrivé au restaurant, j'attrapais déjà mon manteau. La courte était fermée à cette heure-là, les lumières de la salle à manger éteintes, les tables vides, l'odeur de nourriture remplacée par le silence froid d'un espace qui n'était pas censé être vide. Je suis entré par la porte de derrière, que Tav avait laissé déverrouiller, et j'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage. J'ai entendu les voix avant de voir quoi que ce soit. La porte de la salle de réunion était entr'ouverte. À travers l'ouverture, je pouvais voir la longue table en bois sombre où l'on discutait normalement des menus et des fournisseurs. Maintenant, d'un côté étaient assis Alex, Tav et Giancarlo. De l'autre, seul, son sourire disparu et la sueur brillant sur son front, était Hatsemas Renan Voss. Les virements quittent des comptes que tu gères. La voix d'Alex était neutre, presque conversationnelle, comme s'il discutait de la météo. Vers un compte d'entreprise qui n'existe dans aucun de nos registres depuis au moins 3 mois. Renan a dégluti difficilement. Alex, c'est un malentendu. Je peux expliquer. Les comptes d'exploitation ont des transactions automatiques qui... Renan a coupé Giancarlo avec la froideur de quelqu'un qui avait entendu assez de mensonges pour les reconnaître dès le premier souffle. N'insulte pas notre intelligence. Renan a changé de tactique, le sourire a disparu et a été remplacé par quelque chose de plus désespéré, un mélange d'indignation et de peur qu'il essayait de déguiser en courage. Les Durand ont offert ce que tu n'as jamais fait, a-t-il dit en levant le menton, une participation, une voix. Je me suis assis à cette table pendant 4 ans et je n'ai jamais été traité comme plus qu'un coursier glorifié. Tu t'es assis à cette table parce que mon père l'a permis, a dit Alex, et cette fois sa voix avait perdu toute trace de neutralité. Elle était barrissale et chargée de quelque chose qui m'a fait serrer les poings. Et tu as utilisé ce siège pour vendre des informations sur ma famille. Renan a réalisé qu'il n'y avait pas d'issue. Je l'ai vu dans ses yeux, le moment exact où la stratégie est passée de la défense à l'attaque. Il s'est penché en avant, a posé ses mains sur la table et a joué sa dernière carte avec la précision de quelqu'un qui avait déjà répété ce moment. « Ta comptable en sait plus qu'elle ne le devrait, a-t-il dit, en regardant droit dans les yeux d'Alex. Si je tombe,
Elle tombe avec moi, et si les Durand découvrent que c'est elle qui a trouvé les virements, ce ne sera pas un bouquet à sa porte la prochaine fois. J'ai arrêté de respirer. Depuis le couloir, derrière la porte entr'ouverte, j'ai senti tout mon corps se glacer, non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de l'implication. Il savait pour les fleurs où il les avait envoyées, et il utilisait mon nom comme bouclier. Alex n'a pas scié, n'a pas haussé la voix, n'a pas bougé sur sa chaise. Il a simplement regardé Renan, avec ce calme que je comprenais maintenant être sa version la plus dangereuse, le calme qui venait après la décision, pas avant. La comptable est sous ma protection, a-t-il dit, et chaque mot a atterri avec le poids d'un décret. Et tu ne seras pas en position de faire tomber qui que ce soit. La phrase est restée en suspens dans l'air comme un point à la fin d'un paragraphe. Renan a ouvert la bouche pour répondre, mais Tav était déjà debout. Et la simple vue de Tav debout a suffi pour que la réponse meure avant de naître. Giancarlo a fait un bref geste de la main, et deux hommes que je n'avais pas remarqués sont entrés par la porte latérale et se sont positionnés à côté de Renan. Renan a été emmené. Il n'y a pas eu de violence, pas là, pas devant moi, mais la façon dont il est parti, les épaules voûtées et le regard de quelqu'un qui sait que le monde tel qu'il le connaissait vient de se rétrécir considérablement, m'a dit que ce qui suivrait ne serait pas si civilisé. J'aurais dû rester au penthouse. J'aurais dû attendre. Mais j'étais là, dans le couloir, retenant mon souffle avec des mains glacées, et quand je me suis retourné pour partir avant que quiconque ne me voie, je me suis retrouvé face à Alex. Il se tenait à 1 mètre de moi, les mains dans les poches, avec l'expression de quelqu'un qui savait que j'étais là depuis le début. « Tu aurais dû rester en haut, a-t-il dit. Et tu devrais arrêter de décider où je reste, ai-je répondu, et ma voix est sortie plus stable que je ne l'attendais, considérant que mes mains tremblaient encore. Il m'a regardé, le coin de sa bouche a bougé, pas un sourire complet, juste l'ombre d'un, assez pour que je sache que malgré tout, malgré le traître et les menaces, et le monde qui s'effondrait autour de lui, cette réponse était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Presque un sourire, presque. Nous sommes retournés au penthouse en silence. Dans la voiture, avec Tav au volant et Boston qui défilait par la fenêtre comme une rivière de lumière, aucun de nous n'a dit un mot. Mais à un moment donné, dans l'obscurité de la banquette arrière, sa main a trouvé la mienne. Elle n'a pas serré, n'a pas tiré, elle est juste restée là, chaude, stable, présente. Et j'ai su, avec la clarté de quelqu'un qui regarde une porte se fermer derrière lui, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Chapitre 5. Ce qui restait. Les jours qui ont suivi ont eu le rythme calme de quelqu'un qui ramasse les débris après une tempête. Renan Voss a disparu de la carte, et je n'ai pas demandé comment, parce que j'avais appris ces dernières semaines que certaines questions dans ce monde ne se posaient pas à voix haute. Son nom a disparu des couloirs de la courte, comme s'il n'avait jamais existé, et les gens qui le saluaient avec des sourires ont commencé à l'agir comme si l'espace qu'il avait occupé avait été rempli d'air. Sans l'informateur, l'avantage que les Durand avaient construit s'est évaporé. Alex n'a pas célébré. Je ne l'ai jamais vu célébrer quoi que ce soit, en fait, comme si toute manifestation de soulagement était une invitation à la prochaine menace. Mais la tension dans ses épaules s'est relâchée, les réunions à huis clos sont devenues moins fréquentes, et pour la première fois depuis que je travaillais là, la courte semblait respirer. Mercredi, Alex a convoqué une réunion avec la famille, Giancarlo, Tav, Luca, le jeune cousin d'Alex, impulsif, avec trop d'énergie pour son propre corps, qui servait de messager et de guetteur, et les capitaines restants. Ils se sont tous assis à la longue table de la salle de réunion, la même table où Renan avait été confronté quelques jours auparavant, et Alex a annoncé 2 choses. La structure financière serait reconstruite à partir de zéro, et Nina Sorel resterait en tant que comptable en chef avec un accès complet à tous les comptes et une protection totale de la famille. Giancarlo a haussé les sourcils. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. La méfiance était écrite dans la façon dont il ajustait ses lunettes et joignait ses mains sur la table, le geste d'un avocat qui n'était pas d'accord mais respectait suffisamment la hiérarchie pour garder son objection pour une conversation privée. Luca a laissé échapper un sifflement bas avec un demi-sourire qui aurait pu être de l'admiration ou de la provocation. Tav est resté appuyé contre le mur du fond, les bras croisés,
et a regardé Alex avec un respect tranquille qu'il n'a pas essayé de cacher. Il n'a pas dit un mot, mais sa présence là, immobile et inébranlable, était le soutien le plus clair que l'on puisse donner. Je n'étais pas à la réunion. J'étais dans le bureau à l'étage en train de faire ce que je faisais de mieux, réparer les chiffres. Les livres que Renan avait saccagés étaient un labyrinthe de faux chiffres, de virements fantômes et de registres manipulés que je démantelais ligne par ligne, avec la patience méthodique de quelqu'un qui désamorce une bombe à l'aide d'une feuille de calcul. J'ai entendu ses pas avant de le voir, cette cadence que je connaissais déjà par cœur, ferme, espacée, sans hâte. Alex s'est arrêté à la porte et est resté là, appuyé contre le cadre que je considérais désormais comme son territoire. Il n'a rien dit pendant un moment, il m'a juste regardé taper, les manches retroussées jusqu'au coude et les cheveux s'échappant de leur épingle. Je n'ai pas levé les yeux, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je le voulais trop, et c'était la partie qui m'irritait. La réunion est terminée, a-t-il dit. Et le verdict? Tu restes, accès complet. Quelle générosité de votre part à tous me permettre de continuer à faire le travail que je faisais déjà. Le coin de sa bouche a bougé, mais le sourire n'a pas atterri. Il est entré dans la pièce, a fermé la porte et s'est appuyé contre le bord du bureau face à moi. La proximité était délibérée. Alex ne faisait jamais rien par accident, et l'air entre nous est immédiatement devenu plus lourd. Tu es en colère, a-t-il dit, non pas comme une question. Je ne suis pas en colère contre toi, ai-je répondu, et c'était vrai. J'ai lâché le clavier et je l'ai enfin regardé. Je suis en colère contre tout, contre la situation, contre la peur que j'ai ressentie. D'avoir ma vie bouleversée en 2 semaines, sans avoir eu le temps de traiter quoi que ce soit, de rester assise ici à nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre en prétendant que tout va bien. Alex a écouté. Il n'a pas interrompu, n'a pas minimisé, n'a pas offert de solution. Il a juste attendu avec une patience que je n'avais jamais vue en lui. Comme si, pour la première fois, l'homme qui contrôlait tout avait décidé de ne rien contrôler. Je ne suis pas une pièce sur ton échiquier, Alex, ai-je dit, et la phrase est sortie chargée de tout ce que je n'avais pas dit ces derniers jours. Je sais, a-t-il répondu, et sa voix était basse, sans ironie, sans provocation, sans aucune des couches qu'il utilisait pour garder le monde à distance. Tu es la seule personne que je veux sur cet échiquier de son propre choix. L'air s'est arrêté. Ce n'était pas du flirt, ce n'était pas du charme, c'était la chose la plus dépouillée que j'ai jamais entendue sortir de sa bouche, un aveu sans filet de sécurité, sans demi-sourire, sans l'armure qu'il portait si bien que j'oubliais parfois que c'en était une. Tu as réveillé quelque chose que je croyais mort, a-t-il poursuivi, et ses yeux n'ont pas quitté les miens. Je t'ai observé pendant des mois, pas par contrôle, pas parce que je me méfiais de toi, mais parce que tu étais la seule personne là-dedans qui ne m'a jamais menti par peur. Tu n'étais pas d'accord avec moi en face, tu as laissé du café sur mon bureau sans qu'on te le demande, tu as dit des vérités que personne d'autre n'avait le courage de dire. Et chaque fois que tu le faisais, une partie de moi que j'avais décidé d'enterrer revenait à la surface. J'ai senti ma gorge se serrer, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus grand, quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots, quelque chose qui vivait dans l'espace entre le soulagement et la terreur de réaliser que quelqu'un vous voit vraiment. Pas la version que vous montrez au bureau, pas la version qui fonctionne et produit et prétend que tout va bien, la vraie version, celle qui a peur, qui est fatiguée, qui ne sait pas si elle fait ce qu'il faut. Les défenses sont tombées, pas toutes en même temps, pas comme un mur qui s'effondre, plutôt comme une porte qui s'ouvre lentement, grinçant après des années de verrouillage. Je me suis levé. La chaise a roulé en arrière et a heurté le mur, mais aucun de nous n'a regardé. La distance entre nous était d'un pas, un seul pas que j'avais passé des semaines à éviter et qui, à ce moment-là, semblait la chose la plus inévitable au monde. C'est moi qui l'ai embrassé. Sa surprise a duré moins d'1 seconde. Ses mains ont trouvé ma taille et m'ont tiré contre lui avec une urgence qui m'a dit que la retenue des dernières semaines avait coûté plus cher qu'il ne l'admettrait jamais. Sa bouche a répondu à la mienne avec la faim accumulée de chaque regard dans le couloir, de chaque texto taquin, de chaque contact qui a failli se produire et a été interrompu. Et j'ai agrippé sa chemise comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui n'arrêtait pas de bouger sous mes pieds.
Il m'a soulevé sans effort, m'a posé sur le bord du bureau et s'est positionné entre mes jambes avec l'aisance de quelqu'un qui revendique une place qui était déjà la sienne. Les rapports que j'examinais se sont éparpillés sur le sol et aucun de nous ne s'en souciait, car les chiffres n'étaient plus la chose la plus importante dans cette pièce. Sa bouche a descendu mon cou et j'ai senti ses dents effleurer la peau juste en dessous de mon oreille. Pas une morsure, juste la promesse d'une. Son souffle était chaud et inégal contre ma gorge, et ses mains parcouraient mon dos avec un mélange de fermeté et de soin qui me faisait me sentir à la fois complètement en sécurité et complètement à sa merci. Alex, ai-je murmuré, et son nom est sorti comme une reddition que je ne savais même pas que j'offrais. Je suis là, a-t-il dit contre ma peau, et sa voix a vibré contre mon cou comme un courant électrique. Ses mains ont trouvé l'ourlet de mon chemisier et l'ont remonté avec une lenteur calculée qui m'a fait cambrer mon corps vers lui. Chaque centimètre de peau qu'il découvrait recevait de l'attention de ses doigts d'abord et de sa bouche ensuite, mon épaule, ma clavicule, l'espace entre mes seins où mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait le sentir. Il m'a regardé et il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a fait perdre pied, parce que ce n'était pas du désir, c'était de la révérence, le genre de regard qu'un homme comme Alex Mancini n'aurait pas dû être capable d'avoir, et qui, précisément à cause de cela, m'a démoli plus que n'importe quel contact. Tu es sûr, a-t-il demandé, son front contre le mien, ses yeux si proches que je pouvais voir chaque nuance de brun et d'ambre dans ses iris. Je suis sûr que si tu arrêtes maintenant, je ne te le pardonnerai jamais. Ai-je répondu. Il a presque ri, presque, mais sa bouche était déjà sur la mienne avant que le rire n'arrive, et le baiser a été le dernier fil de contrôle que l'un ou l'autre de nous tenait encore. Il m'a allongé sur le bureau avec une fermeté qui a envoyé le reste des papiers au sol. Le poids de son corps sur le mien était quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. Solide, chaud, présent, comme une encre qui m'empêchait de trop réfléchir et me forçait à simplement ressentir. Ses mains ont descendu mon corps, enlevant chaque vêtement avec une efficacité qui me disait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Et chaque fois qu'une barrière de tissu disparaissait d'entre nous, l'air devenait plus lourd et ma respiration plus courte. Quand il m'a touché sans plus rien entre sa peau et la mienne, j'ai fait un son que je n'ai pas reconnu. Un son bas, involontaire, qui est né quelque part entre ma poitrine et ma gorge, et qui l'a fait s'arrêter une seconde, non pas pour reculer, mais pour regarder, pour garder, comme s'il mémorisait chacune de mes réactions pour les rejouer plus tard. J'ai tiré sur sa chemise et il a aidé, tirant le tissu par-dessus sa tête d'une main, tandis que l'autre ne quittait jamais mon corps. Sa poitrine était exactement ce que j'avais imaginé les nuits où je prétendais ne pas imaginer, large, définie, avec une fine cicatrice qui traversait le côté gauche de ses côtes et que j'ai tracée avec mon doigt sans réfléchir. Il a tenu ma main là, sur la cicatrice, et a appuyé doucement, comme pour me dire que c'était aussi à lui et que maintenant c'était à moi. Il est entré en moi lentement, si lentement que j'ai senti chaque millimètre, chaque centimètre de plénitude qui m'a fait agripper ses épaules et enfoncer mes doigts dans sa peau comme si j'avais besoin de quelque chose pour me maintenir entière. La sensation était celle d'une complétude, pas seulement physique, mais quelque chose de plus profond, de plus brut, comme si cette connexion avait été construite au fil des semaines de tension, de regards sans réponse, de contacts interrompus, et qu'elle existait enfin sans restriction. Regarde-moi, a-t-il dit, et sa voix était rauque d'une manière qui m'a fait obéir avant de pouvoir penser. J'ai regardé, et ce que j'ai vu dans ses yeux, le désir, la peur, une vulnérabilité brutale qu'il ne savait probablement pas qu'il montrait, m'a fait comprendre que je n'étais pas la seule à me donner. Il l'était aussi. L'homme qui ne faisait confiance à personne, qui avait fermé toutes les portes, qui portait le poids de toute une famille sur ses épaules, était là, à l'intérieur de moi, les yeux ouverts et sans aucune armure. Le rythme qu'il a imposé était lent au début, profond, ses hanches bougeant contre les miennes en vagues contrôlées qui me laissaient à bout de souffle à chaque fois, mais quand j'ai enroulé mes jambes autour de sa taille et que je l'ai tiré plus profondément, le contrôle a commencé à se fissurer. Ses mains ont agrippé mes hanches plus fort. Sa respiration s'est accélérée et les mouvements sont devenus plus courts et plus intenses. Le bureau grinçait doucement à chaque poussée
et le son se mêlait à nos respirations saccadées et au bruit des papiers qui tombaient encore au sol. La bande-son absurde et parfaite de deux personnes qui avaient choisi l'endroit le plus improbable et le moment le plus improbable pour cesser de lutter contre l'inévitable. Nina, il a dit mon nom comme si c'était le seul mot dont il se souvenait encore. Son front pressé contre le mien, la sueur glissant de sa tempe sur mon visage. Je sais, ai-je chuchoté, parce que je savais. Je savais ce qu'il ressentait. Je savais ce que cela signifiait. Je savais qu'après ça, aucun de nous ne pourrait prétendre que c'était moins que ce que c'était. La tension est montée jusqu'à ce que penser ne soit plus possible. Son corps bougeait avec une urgence qui m'emportait avec lui, et quand la vague m'a atteinte, je me suis défaite contre lui avec un tremblement qui a parcouru tout mon corps, me contractant autour de lui avec une force qui a tiré un son profond et guttural de sa bouche contre la mienne. Il a suivi peu après, son corps se tendant, et une dernière poussée profonde avant de s'effondrer sur moi, avec le poids de quelqu'un qui avait enfin lâché ce qu'il retenait. Nous sommes restés là, sur le bureau, parmi les rapports éparpillés sur le sol, et le silence d'un lacour vide. Sa respiration était lourde et chaude contre mon cou, et le poids de son corps sur le mien était quelque chose que j'aurais dû trouver inconfortable, mais qui était, en vérité, la chose la plus sûre que j'ai ressentie depuis longtemps. Sa main a trouvé la mienne, les doigts entrelacés, et il a serré avec une fermeté qui en disait plus que n'importe quel mot. Quand il a finalement relevé la tête, ses yeux étaient différents, plus ouverts, plus clairs, comme si quelque chose qui avait été enfermé pendant des années avait enfin cédé. « Tu n'es pas une erreur, Nina », a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sa bouche si proche de la mienne que je pouvais sentir chaque syllabe. « Tu es le seul choix que j'ai jamais fait par moi-même. » J'ai posé ma main sur son visage. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Le lendemain, Alex m'a raconté, debout dans l'embrasure de la porte de mon bureau, avec ce demi-sourire que je commençais à collectionner comme des pièces rares, il avait réuni la famille, Giancarlo, Tav, Luca, et leur avait simplement dit que Nina Sorrell était sa femme. Il n'a pas demandé d'avis. Il n'a pas ouvert le débat. Et d'après ce qu'il m'a dit, la main qui tenait de sa tasse de café avait serré assez fort pour laisser des marques sur ses doigts, le seul signe que ça n'avait pas été aussi simple qu'il l'avait fait paraître. Giancarlo a haussé les sourcils, Luca a sifflé, et Tav, appuyé contre le mur, a murmuré de sa voix sèche. Il était temps. Quelque chose en moi s'est mis en place, non pas comme une explosion, mais comme un léger clic, le son d'une pièce trouvant l'endroit où elle aurait toujours dû être. J'étais retourné à Dorchester le lendemain de la nuit à la cour, contre la volonté d'Alex, qui pensait que je devrais rester au penthouse jusqu'à ce que la poussière retombe, mais j'avais besoin d'une journée dans mon propre espace, avec mes propres affaires, pour traiter tout ce qui s'était passé avant de prendre une décision qui n'avait pas le goût de l'impulsion. J'ai traité, j'ai décidé, et la dernière nuit avant d'apporter quelques affaires à son penthouse, je me suis arrêté au milieu du salon et j'ai regardé le canapé où tout avait commencé, la photo, le mauvais message, le coup à la porte. J'ai fait une petite valise avec l'essentiel et je suis resté là un moment avec l'étrange sentiment de dire au revoir à une version de moi-même qui n'existait plus. Mon téléphone a sonné. Soraya. « Alors, tu sors avec le chef de la mafia », a-t-elle dit, sans salutation, sans préambule. Est-ce que ça va se terminer par un toast ou une protection des témoins? J'ai ri pour de vrai, de tout mon corps, la tête en arrière, avec le genre de rire qui ne vient que lorsque toute la tension accumulée trouve enfin une sortie. Et pour la première fois depuis des semaines, ce que je ressentais n'était pas de la peur ou de la confusion, mais une paix que je tenais prudemment, comme si elle était en verre, mais c'était de la paix. J'ai raccroché avec Soraya et je suis retourné faire mes bagages. C'est là que j'ai vu le téléphone d'Alex. Il était passé plus tôt pour aider avec les sacs et l'avait laissé sur la table de la cuisine à côté des clés que je rendrais au propriétaire à la fin du mois. L'écran s'est allumé, une notification. Je ne devrais pas regarder, je le savais. Je le savais avec la même clarté que j'avais eue lorsque les chiffres dans les livres ne correspondaient pas, avec la même certitude que j'avais ressentie lorsque j'avais entendu Renan parler français dans le couloir. Je ne devrais pas regarder parce que regarder signifiait franchir une ligne, et j'avais déjà franchi assez de lignes ces dernières semaines pour toute une vie, mais j'ai regardé. Un message d'un numéro non enregistré. Pas de photo de profil, pas d'identifiant,
Pas d'historique de conversation, juste une ligne. Donna Cecilia atterrit à Boston mardi. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Je l'ai rallumé, j'ai relu. Le ton était court, formel, sans place pour une réponse. Le genre de message qui n'était pas un avertissement. C'était un communiqué, un avis d'arrivée. Pas Donna Cecilia veut visiter ou Donna Cecilia aimerait venir. Atterri, comme si la décision était déjà prise et la seule chose qui restait était de préparer le terrain. Je ne savais pas qui était Donna Cecilia. Le nom n'apparaissait dans aucune feuille de calcul. Aucun rapport. Aucun registre que j'avais consulté pendant mes mois de travail pour les Mancini. Mais quelque chose dans cette phrase, la formalité, le titre, le fait qu'Alex n'ait pas mentionné cette personne dans une seule conversation, me disait que ce n'était pas une visite ordinaire. C'était quelqu'un avec assez de poids pour justifier un message non signé et pour que son arrivée soit traitée comme un événement, pas une courtoisie. J'ai reposé le téléphone sur la table exactement où il était, dans exactement la même position. J'ai fini de faire mes bagages en silence. J'ai fermé la porte de l'appartement derrière moi et j'ai descendu les escaliers avec un sac sur l'épaule et la valise à la main. Et quand je suis sorti et que l'air froid de Boston m'a frappé le visage, la paix d'il y a 5 minutes ne semblait plus si solide. Mardi était dans 4 jours et j'avais le sentiment, avec la précision inconfortable de quelqu'un qui lit les chiffres pour vivre, que l'équation que je mettais en place dans ma tête n'allait pas s'équilibrer. Lena ici, c'est la fin du premier livre et j'ai déjà terminé le deuxième. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. Je pensais que le plus dur avait été d'entrer dans son monde. J'avais tort. Le plus dur a commencé quand son monde a décidé que je n'y avais pas ma place. Alex m'a choisi devant tout le monde, mais la famille Mancini n'est pas le genre de famille qui accepte les choix faits en dehors de la bonne table. Puis Donna Cecilia est arrivée à Boston, sans avertissement, sans sourire, sans la moindre intention de me faciliter la vie. Et avec elle est venue la seule question à laquelle je ne sais pas répondre. Que se passe-t-il lorsque l'homme le plus dangereux de Boston n'est pas assez fort pour tenir tête à sa propre mère? J'ai survécu à la mafia. Mais maintenant, je dois survivre à la famille, et cette fois, personne ne va me sauver. Comme vous pouvez le voir, ce n'était qu'un petit avant-goût du livre 2. Pour regarder la version complète non censurée, il suffit de cliquer sur le premier lien dans le commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté dans quelques secondes. Juste un rappel, cliquez sur ce premier lien dans les commentaires et le livre 2 complet, sans publicité et sans interruption, vous attendra. C'est aussi simple que ça. J'adore travailler sur le livre 2 et comme vous l'aimez aussi, je promets qu'il y en aura d'autres. C'est ici que vous trouverez des histoires encore plus torrides, de la vraie dark romance. Et parce que cette version devient beaucoup plus épicée, la vidéo ne serait pas bien accueillie publiquement sur YouTube. Cet espace privé est l'endroit où je peux vraiment montrer ma véritable essence et où je me sens libre de faire mon meilleur travail pour vous tous. Gardez à l'esprit que la chaîne a été démonétisée. C'est donc un moyen pour moi de garder mon équipe et de continuer à vous proposer des histoires de haute qualité. J'aurai encore plus de nouvelles pour vous bientôt. Je vous attends sur ce premier lien dans le commentaire épinglé. Malheureusement, de nombreuses personnes ont téléchargé notre audio, copiant ainsi toute l'histoire, et l'ont simplement republié sur YouTube. Si vous voulez regarder l'histoire originale et être les premiers à recevoir les suivantes, cherchez My Stories by Lena sur YouTube pour obtenir le meilleur contenu de Dark Romance. N'oubliez pas, la chaîne officielle est My Stories by Lena sur YouTube. Je vous y attends.